Alors bonjour Anne, bonjour tout le monde. Bonjour Frédéric, Alors, à tous. alors aujourd'hui c'est Champagne, donc on est veille des fêtes et donc c'est la bonne occasion justement pour présenter la grande maison AR Le Noble avec Anne qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc Anne, je vais vous laisser la parole parce que vous allez présenter le domaine, on va dérouler, il y a plein d'axes euh, au lieu, par rapport à ce déroulé qu'on va faire. On va déguster notamment 3 cuvées. Donc, je vais juste les présenter. Après, je vous laisserai présenter un peu le domaine et votre travail. Donc, on va commencer par la cuvée Le Noble. Donc, la cuvée intense, MAG 16. Hein, c'est ça, Anne? Tout à fait. Oui, Ensuite, on va faire le blanc de blanc, grand cru de Chouy, intense exactement. MAG aussi. Mm. Voilà, donc, on va vous expliquer ce que ça veut dire MAG 16. Voilà, c'est l'ADN en fait de Le Noble, hein. Et on finira par la cuvée Léon Lucien, tout simplement parce qu'il y a un dosage qui est un peu plus élevé. Donc, pour vraiment optimiser la dégustation et faire ça dans le bon ordre, voilà, on va faire dans le sens là. Donc, 3 belles cuvées. Moi, c'est un champagne que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de plaisir, toujours très très bon rapport prix-plaisir. C'est aussi l'idée. Alors Anne, je vais vous laisser vous présenter. Je vais vous mettre, voilà, donc je vous laisse la première slide et puis allez-y. Un petit mot, merci Frédéric pour cette introduction. Vous disiez grande maison, j'espère par la qualité, parce que par la taille, on a vraiment délibérément souhaité rester au contraire taille humaine. C'est une maison qui a été fondée par mon arrière-grand-père il y a tout juste 100 ans, en 1920. Et donc, nous fêtons cette année le centenaire du domaine qui, et ça j'en suis ravie, est resté dans le giron familial donc depuis 4 générations. Je gère le domaine aujourd'hui avec mon frère. J'ai rejoint mon père en 1993, il y a 27 ans déjà. Et c'est vrai que la Champagne aujourd'hui pétille et a une très belle image, représente la fête. Pour autant, ça n'a pas toujours été le cas en Champagne. Et à l'occasion du centenaire cette année, je me suis replongée dans l'histoire de ces 4 générations. Et je me suis rendu compte que finalement, chaque génération a eu des crises, hein, des gels, des guerres à traverser et que nous vivons aujourd'hui aussi une épreuve difficile, mais que la Champagne est tout à fait capable de relever ce défi pour traverser cette situation et en sortir encore plus forte. Donc moi, j'arrive en 93 en fait dans une situation un peu compliquée quand la Champagne est à ce moment-là aussi en crise et que mon père, qui était au domaine depuis 20 ans, souhaite vendre à un grand groupe, comme ce fut le cas à l'époque pour la plupart des maisons familiales. Donc, nous étions trois enfants. Mon frère aîné était médecin, donc pas vraiment en situation de reprendre le domaine. Et mon plus jeune frère, Antoine, que l'on voit sur cette photo, avec qui je travaille aujourd'hui, à l'époque était encore étudiant et trop jeune pour reprendre le domaine. Donc, moi, j'étais très loin du monde du vin. Je travaillais chez L'Oréal à l'époque dans le domaine de la finance, de la gestion. Et c'est vrai que je n'étais pas destinée forcément à reprendre cette affaire parce qu'à l'époque, il y a presque 30 ans, le milieu du vin était un milieu quand même très masculin et il n'était pas dans la logique que la fille reprenne le domaine viticole. Mais face aux difficultés et à la décision de mon père de vendre le domaine, assez naïvement, je dois dire, j'ai pris la décision de revenir et de l'aider. Les 10 premières années ont été compliquées parce que j'avais 28 ans, parce que je n'avais aucune connaissance du vin. J'en avais bien sûr l'expérience par ma famille, par les dégustations qu'on faisait, mais pas véritablement de connaissances théoriques, hein, œnologiques. Et de ce point faible, qui a été très compliqué au début, vous allez voir que finalement, j'en ai fait un point fort et que lorsque je suis arrivée au domaine, j'ai raisonné de façon très empirique, très pragmatique, en me disant tout simplement, j'y connais rien, je vais apprendre, mais quel est le champagne dont je rêve? Quelle est cette vision que j'ai de ce champagne? Et après, on verra comment on arrivera à l'élaborer.
Et j'ai eu à ce moment-là vraiment cette vision d'un champagne à la fois large par l'ampleur aromatique et l'expression des vins, et un vin très vertical par sa précision, sa fraîcheur et sa maîtrise sur les finales. Et vous verrez à la dégustation, à la fin au cours de cette rencontre, de cet entretien, que l'on retrouve dans les vins aujourd'hui, cette vision que j'avais il y a 27 ans. Je me suis inspirée également tout simplement de la situation de notre vignoble. Vous voyez sur cette carte que nous sommes tout à côté d'Épernay. Nous sommes précisément à Damery, qui est un petit village à 4 km d'Épernay, au cœur de la vallée de la Marne. Vous voyez les 3 régions qui sont très schématiquement représentées sur cette carte, 3 régions de la Champagne, la vallée de la Marne, qui longe donc la Marne, la montagne de Reims, qui se situe entre Épernay et Reims, et puis la côte des Blancs, au sud d'Épernay. Enfin, tout en bas de la carte, sans l'oublier, parce qu'on y trouve aussi de très jolis vins, la côte des Bars, qui se trouve à peu près à 1h30, 130 km d'Épernay, avec Troyes comme ville principale. Donc, très vite, je réalise que nous avons la chance d'avoir un vignoble propre de 18 hectares qui se situe principalement à Chouilly. Chouilly, on le voit, c'est le village le plus au nord de la Côte des Blancs. Et sur cette fameuse, célèbre Côte des Blancs, on trouve les 6 villages classés Grand Cru en Chardonnay. Et Chouilly fait partie de l'un de ces 6 villages. Le reste du vignoble est situé majoritairement à Bisseuil, qui est un village à 7 km d'Épernay, qui lui est à l'entrée, vraiment à la frontière entre la vallée de la Marne et la montagne de Reims. Et Bisseuil est un premier cru. Il y a 44 villages classés premier cru. Bisseuil est un premier cru en pinot noir. Donc, je pars assez naïvement de cette vision en me disant on a la chance d'avoir des vignes qui sont situées sur des grands terroirs, classés grands crus au premier cru. Ça veut dire que ces terroirs ont une expression bien particulière. Et en fait, je me suis dit, voilà ce que l'on va faire. On va mettre beaucoup de temps. Vous allez voir qu'on aura mis 25 ans à faire ça. Mais on va aller chercher pour cette horizontalité de mes vins, ce côté aromatique que je cherchais dans les vins. On va aller chercher l'expression de Bisseuil et l'expression de Chouilly. Alors, pour aller chercher l'expression des terroirs, il faut travailler la vigne. Parce que un bon vin, c'est d'abord un bon raisin. Et le vin que vous allez boire tout à l'heure, c'est du raisin que vous croquez. Donc, la priorité que j'ai donnée en revenant au domaine a été la viticulture, la vigne. La génération de mon père a été une génération qui a connu la pénurie des récoltes à cause principalement des grandes gelées dans les années 50. Donc, mon père était alors vigneron et pendant 3 ans, il a connu dans les années 50 des fortes gelées. Fortes gelées, à l'époque, c'était pas de raisin, pas de champagne, pas d'argent. Donc, la génération de mon père a eu vraiment comme préoccupation majeure les rendements, produire un maximum de raisins avec le développement d'une viticulture intensive pour se protéger, se prémunir des années de pénurie. Moi, lorsque je reviens au domaine, l'enjeu est très différent puisque je reviens dans un contexte de crise très forte avec des difficultés de vente puisqu'on est en plein dans la période de la guerre du Golfe qui crée une dépression économique mondiale. Et finalement, l'enjeu à ce moment-là n'est plus le volume puisque les ventes sont compliquées. L'enjeu devient plutôt la qualité. Donc, je me dis, nous avons la chance d'avoir des vignes situées sur les plus grands terroirs, mais ça ne suffit pas. Il va falloir vraiment valoriser au maximum ces grands terroirs. Donc, pour valoriser ces grands terroirs, il faut s'occuper de la vigne. C'est ce que l'on fait en commençant prioritairement, on le voit sur cette diapositive, enherber les vignes. Donc, enherber, c'est planter de l'herbe dans les vignes. Et alors, à ce moment-là, assez naturellement, eh bien, la vigne va rentrer en compétition avec l'herbe et va très rapidement, mécaniquement, baisser sa production. Et donc, on va voir les rendements fortement réduits. On va passer de rendement, alors en Champagne, on parle en kilos à l'hectare, mais je me souviens de mon père parlant avec bonheur de vignes qui produisaient 30 000 kilos à l'hectare, ce qui pour nous aujourd'hui est absolument aberrant.
Énorme, Et 30 000 kilos. 30 000, et pour lui, voilà, il y avait ce qu'il fallait, donc il était rassuré d'une certaine façon. Et nous, très vite, quand on enherbe, on va très vite tomber sur des rendements autour de 15 000, et aujourd'hui, on est plutôt à 9 000, 10 000 kilos à l'hectare. Alors, en fait, comme je vous le disais, l'absence totale de connaissances théoriques a été un handicap, mais quelque part, ça a été une force parce que je n'ai pas été enfermée par des principes livresques, théoriques, et j'ai pu explorer de façon très empirique, avec beaucoup de bon sens, un certain nombre de choses. En 96, me rejoint mon plus jeune frère, qui lui a des compétences et une expertise en matière de vin et d'œnologie et de biologie. Et avec Antoine, je vais repousser les limites, notamment dans la vigne, où là, je vais raisonner très simplement en me disant, finalement, quand on est, nous, humains, et que l'on veut être en bonne santé, qu'est-ce que l'on fait? On se crée tout simplement un environnement, une hygiène de vie la meilleure possible. On s'alimente bien, on fait du sport, on essaie de dormir. Eh bien, la vigne, en fait, c'est assez semblable. Si l'on veut avoir de beaux raisins, il faut qu'ils soient dans un environnement le plus sain possible, et il faut également qu'ils mangent bien. Donc, on a eu de cesse les 10 premières années avec mon frère que de travailler la vigne pour améliorer la qualité du raisin en enherbant, baissant les rendements. Quand on baisse les rendements, on va avoir moins de raisins dans la vigne. Et en Champagne, lorsqu'il pleut, parce que la Champagne est la région viticole la plus septentrionale de toutes les régions viticoles, donc il pleut et il fait froid. Il fait froid et c'est plutôt bien parce que les vins de Champagne ont besoin d'acidité, donc le froid est plutôt une bonne chose. Mais le froid et la pluie vont aussi créer pour nous une maladie qui est très mauvaise pour le raisin, qui est le mildiou. Et pour lutter contre le mildiou, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Donc, pour réduire en fait le mildiou et les foyers de pourriture qui apparaissent lorsqu'il pleut, la baisse des rendements est très favorable, puisque après la pluie, en Champagne, souvent il y a du vent. Et s'il y a moins de raisins dans la vigne, eh bien le vent va circuler beaucoup plus facilement dans la vigne et assécher naturellement le raisin, évitant le développement des foyers de pourriture. On voit là qu'on peut assez simplement, avec beaucoup de bon sens, créer des cercles vertueux qui vont permettre à la nature de retrouver un équilibre qui fait que, eh bien, elle va être plus forte, mieux résister et nous éviter, nous humains, d'intervenir. Donc, on griffe également les sols en surface pour obliger la vigne à plonger très profondément dans les sols, et on va surtout, nous, travailler la vie des sols. Parce que, comme je le disais, pour être en bonne santé, il faut bien manger. Eh bien, pour le raisin, c'est pareil. Il faut lui apporter une bonne nourriture. Alors, on a moins de raisins dans la vigne, donc ça, déjà, c'est important parce qu'on a moins de raisins à nourrir, mais il faut aussi améliorer la qualité de la nourriture. Donc, on a développé, nous, dans nos vignes, la biodiversité. On plante, on enherbe, on sème pour qu'il y ait des fleurs, on plante des arbres, et tout ça favorise le retour des abeilles, des insectes, de la faune, de la flore, qui va créer cet environnement vertueux. On voit d'ailleurs sur cette diapo nos ruches qui sont dans nos vignes déjà depuis 15 ans, qui nous permettent de produire du miel. Alors, le miel est très à la mode aujourd'hui, mais pour nous, c'est un marqueur. C'est un marqueur, les abeilles, d'un écosystème qui est positif pour la vigne. Et lorsque l'on voit nos abeilles produire beaucoup de miel, c'est signe que l'environnement que l'on a créé est favorable à la vigne qui va pouvoir produire un très bon raisin. C'est pour ça que nous avons cette démarche très axée sur la biodiversité qui nous a permis d'être certifiés. On a été l'une des premières, le second domaine en Champagne dès 2012 à être certifié haute valeur environnementale, qui est le degré maximum de cette alternative au bio. Mais c'est vrai que le bio en Champagne oblige à utiliser beaucoup de cuivre pour lutter contre le mildiou. Et le cuivre, qui est un métal lourd, a plutôt tendance à tuer la vie des sols. Et vous avez bien compris que chez nous, c'est tout le contraire que l'on souhaite, c'est de favoriser la vie des sols, créer cet écosystème vertueux. Donc, on a choisi une démarche raisonnée, globale, qui me semble la plus appropriée compte tenu du climat de la Champagne
et le vignoble est donc certifié HVE. En 2012, vous voyez qu'il a fallu plus de 10 ans en fait pour travailler les sols, et au bout de 10 ans, à partir de 2010, on va dire, on a commencé à être vraiment satisfait de la qualité des raisins. Mais en Champagne, chaque initiative engagée demande beaucoup de temps avant de produire ses effets. Bon, alors juste un petit clin d'œil, voilà, le miel, il est là. Voilà, c'est quelque chose que j'ai eu l'autre fois parce que j'étais à Paris faire la dégustation justement pour les centenaires là. Et bon, en cadeau, généreusement, vous avez donné un pot de miel qu'on mange tous les jours. Vous voyez, hein, il est bien entamé. Voilà, donc comme les Non, raisins, c'est ça vrai. permet de rester en bonne santé. Alors c'est vrai qu'on communique beaucoup avec les abeilles, mais bon, c'est un gage de qualité et de biodiversité, et ce qui est vraiment très engageant pour une région de Champagne qui est. Vous avez fait beaucoup de progrès quand même en Champagne, et entre autres surtout chez le Noble, hein. Donc c'est En fait, je super. crois qu'il ne faut pas stigmatiser, il ne faut pas juger, il faut comprendre. Les générations qui m'ont précédé ont connu la guerre, ont connu les gelées, ont connu les pénuries. Ils ont connu aussi, mon grand-père, par exemple, dont on va parler tout à l'heure sur une des cuvées. Mon grand-père travaillait la terre à la main, c'était un travail extrêmement dur. Et lorsque se sont développés les tracteurs, la robotisation, les produits chimiques, c'était une façon d'avoir un travail plus facile de la terre, et puis d'assurer des rendements plus importants et de ne plus risquer la pénurie. Donc aujourd'hui, on change les choses parce que le contexte a changé, mais il ne faut pas non plus condamner ce qui a été fait. Ce qui a été fait a aussi été fait dans un contexte bien particulier et s'explique. Ce qui est important, c'est d'évoluer avec ce monde qui évolue. Alors, une fois Oui, que alors Anne, excusez-moi parce que vous parlez très bien et puis j'ose pas vous interrompre. Là, on va commencer à déguster la cuvée intense d'ici 5 minutes, hein. Donc on va parler peut-être de la cuverie et puis du process de vinification, juste pour vous cibler. Donc ça fait déjà presque 20 minutes qu'on est ensemble. Donc on va commencer à déguster une première cuvée. D'accord? Alors, en fait, il est tout à fait temps d'arriver maintenant à la cuverie et au vin, parce que il est important de parler de la vigne. Mais comme je l'ai dit, après 10 ans de travail dans la vigne, voilà, on avait les bons raisins pour commencer à vraiment investir. Parce que vous allez voir que le travail du vin en Champagne, chez nous, c'est 8 à 10 ans de travail pour élaborer une cuvée. Donc, il était important de s'assurer d'avoir d'abord une très bonne matière première avant de s'engager dans tout ce process d'élaboration des vins. Alors, chez nous, encore une fois, dès le départ, horizontalité par l'expression des terroirs grâce à la qualité de nos raisins, verticalité sur la précision, la fraîcheur de nos vins. Et ça, on va le travailler en cuverie. Vous voyez sur cette photo les foudres. Alors, les foudres, ce sont des grandes barriques de 5000 litres qui nous permettent de vinifier des vins, mais également de conserver des vins anciens, puisque vous savez que le champagne est l'unique vin qui est élaboré par assemblage. C'est-à-dire qu'on va utiliser les récoltes de l'année, les vins de l'année, auxquels on va ajouter des vins plus anciens qui sont issus de plusieurs récoltes plus anciennes. Et ces vins anciens, appelés vins de réserve, sont conservés en cuve, on le voit, en foudre, en petits fûts, mais également depuis 2010, et ça a été une décision lourde chez le Noble, en Magnum sous liège. Vous les voyez là. Alors, ici, vous voyez qu'on est en Magnum sous liège, donc on voit le bouchon de liège. On met donc nos vins de réserve dans ces Magnums avec, vous le voyez, une bague, donc le haut de la bouteille tout à fait particulière, une forme particulière qui permet de bien maintenir l'agrafe et le bouchon sur cette bouteille. Nous allons donc mettre des vins de réserve qui sont donc un mélange en fait, comme un Solera, pour ceux qui connaissent un petit peu ce process, un mélange de plusieurs millésimes. On les met dans ces magnums et on va laisser ces vins dans les magnums pendant au minimum 4 ans. Je vais vous montrer un petit dessin qui va vous expliquer peut-être plus précisément encore voilà, cette méthode. Alors, vous voyez qu'en 2010, pour la première fois, on va prendre une partie de la récolte qui va servir de base d'assemblage, mais également, on va utiliser une partie de cette récolte pour alimenter, pour rafraîchir nos vins de réserve. Et vous voyez que les vins de réserve, ils sont élevés, vieillis, conservés en foudre, en petits fûts, en cuve, mais également en magnum sous liège.
Alors, quel est l'intérêt du Magnum? Le Magnum, c'est le flacon idéal pour la conservation des vins, tout simplement parce que le rapport liquide-oxygène est idéal. En fait, dans une bouteille de champagne, le volume d'oxygène que vous avez tout en haut de la bouteille, il est le même dans une demi-bouteille, une bouteille et un Magnum. Or, le volume de vin n'est évidemment pas le même. Il est beaucoup plus petit, beaucoup plus faible dans les demi-bouteilles et beaucoup plus important dans le Magnum. Donc, ce rapport liquide-oxygène qui est idéal dans le Magnum va permettre une conservation bien meilleure dans le Magnum. Et au cours de ces 4 années, durant lesquelles les vins de réserve vont vieillir dans les Magnums, va se développer une palette aromatique beaucoup plus riche que dans le foudre ou que dans la cuve. Et surtout, le vin va conserver toute sa fraîcheur. Donc, pendant 4 ans, on va conserver ces vins dans les Magnums. Au bout de 4 ans, vous voyez qu'on est en 2014, il s'est passé 4 ans. On a la récolte 2014 et sur cette récolte-là, on va utiliser une partie de ces vins issus de cette récolte. Et pour la première fois en 2014, on va récupérer les vins de réserve qui ont vieilli en Magnum. On ouvre tous les Magnums à la main. Vous verrez sur notre site internet que l'on a une vidéo qui montre comment on ouvre ces Magnums parce que dans ces Magnums de vieillissement de vins de réserve, on a une toute petite pression. Et donc, le bouchon de champagne, vous le savez, on va le voir à l'ouverture de la bouteille que je vais entamer maintenant. Eh bien, le bouchon, il sort en grande partie grâce à la pression qui est dans la bouteille. Donc là, pour les vins de réserve, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on n'a pas de pression. On va donc ouvrir les magnums de vins de réserve à la main avec une pince ou si le bouchon casse, parce qu'il casse parfois, on va être obligé d'utiliser tout simplement un tire-bouchon. Donc, on va ouvrir ces magnums, on va utiliser à ce moment-là tous ces vins de réserve pour les assembler à la récolte 2014. Mon frère, Antoine, que l'on voit sur ce dessin, voilà, joli bruit d'ouverture du champagne. Donc, on démarre avec l'intense Mac 16 et c'est intéressant de la déguster en finissant cette explication pour bien comprendre ce qu'est le Mac 16. Donc, mon frère fait cet assemblage et il va remettre en bouteille, donc dans cette bouteille que vous avez là avec vous, que vous dégustez peut-être en même temps que nous. Et la bouteille va être à ce moment-là bouchée, fermée. Elle va redescendre en cave pour un minimum à nouveau de 4 ans de vieillissement. Finalement, c'est en 2018 que pour la première fois, nous avons sorti les premières bouteilles issues de ce long processus d'élaboration consistant à conserver les vins de réserve en Magnum, puis à les assembler à la dernière récolte avant un nouveau vieillissement de nos bouteilles. Alors, cette bouteille Mac 16, venons-en maintenant à la dégustation parce que c'est quand même très, très important. Je pense que maintenant, vous allez comprendre plein de choses. Vous allez comprendre déjà cette forme du haut de la bouteille, voilà, qu'on appelle une bague carrée. En fait, elle n'est pas carrée, elle a un angle, elle a un angle droit. En fait, au lieu d'avoir une bague assez ronde, vous voyez qu'ici, on a un angle carré qui rappelle en fait la bague du Magnum avec l'agrafe, puisque l'agrafe ne peut tenir que si on a cette forme de bague. Une bague ronde, l'agrafe sauterait, riperait en fait. Donc, on retrouve cette bague qui rappelle qu'une partie des vins de réserve ont été élevés en Magnum. Et vous voyez donc au-dessus de l'étiquette Mag 16. Alors maintenant, vous avez tout compris. 16 signifie que le vin de base, ça veut dire que le vin majoritairement présent dans cette cuvée est issu de la récolte 2016, comme vous le voyez sur la fiche produit sur le slide que vous avez devant vous. Et MAG signifie tout simplement que des vins de réserve ont été conservés en Magnum pendant minimum 4 ans. Alors, vous voyez que ce petit Mac 16 est entouré d'une agrafe qui rappelle donc l'agrafe qui a été posée sur les vins de réserve. Alors, cette cuvée, c'est une cuvée très classique, j'allais dire. C'est vraiment notre cuvée classique de la gamme. Pourquoi classique? Parce qu'en fait, on est sur un assemblage des 3 cépages. Les 2
raisins noirs de la Champagne, Pinot Noir et Pinot Meunier. Les Pinots Noirs venant de Bisseuil, donc de notre terroir classé premier cru, et les Chardonnays venant de Chouilly, classé grand cru. Donc là, vous avez en fait un assemblage qui est à la fois délicat, fin, raffiné grâce au Chardonnay. Il est fruité également grâce au Pinot Noir et il est très gourmand grâce au Pinot Meunier. Donc, on a une bulle très fine. Alors, voilà, moi, je prends un verre comme Frédéric. Voilà, un verre large à la base. Alors, à la maison, vous prenez dans votre placard ce que vous avez, mais je suis certaine que vous avez forcément un verre à vin. Ça ira très bien. Le plus important, c'est que, voilà, je crois qu'on a les mêmes, hein, on doit être sur Je crois les que mêmes. ouais. On ne s'est pas concerté, mais c'est le Zalto vin blanc en fait. Exactement, le white wine de chez Alto, Ouais. qui, vous voyez, a une base très large, qui permet vraiment au Et puis vin elle est très d'avoir fin aussi. un Mm. contact avec l'oxygène assez important, puisque la largeur du vin, la surface du vin au contact de l'oxygène est importante. Et en revanche, on enferme en haut les arômes pour vraiment que les arômes restent dans le verre. Alors, on a une robe dorée, qui est l'expression d'un vieillissement relativement long du vin, très Ouais. aromatique au nez. On a une petite oxydation au nez qui est vraiment très noble, très, très douce, et avec beaucoup de fruité aussi en attaque. C'est très agréable. Mm. La bouche, voilà, on a cette vision que j'avais il y a 25 ans. On a vraiment cette ampleur aromatique, on a vraiment du vin en bouche qui enrobe tout le palais, et on a une finale qui est sur la fraîcheur, la précision, la délicatesse, et ça, c'est très lié alors à la qualité des raisins, on en a parlé, mais également au process d'élaboration et notamment à la conservation des vins de réserve en magnum qui signent maintenant, comme le disait Frédéric, l'ADN, l'identité de notre maison, cet équilibre entre l'horizontalité, l'ampleur aromatique et des finales vraiment sur la fraîcheur, le côté très aérien. Vous voyez que l'on a un dosage très bas. Alors le dosage, en fait, c'est l'ajout de sucre que l'on va apporter au moment du dégorgement, juste avant d'expédier les vins. Alors, moi, je ne suis pas dogmatique en matière de dosage parce que j'adore aussi le demi-sec, notamment sur des vieux millésimes. Je pense que le dosage, c'est une question d'équilibre. Je ne peux pas dire que c'est trop dosé ou pas assez dosé. Je pense que chaque vin a le dosage qui lui correspond pour avoir le meilleur équilibre. Et après un long vieillissement et sur la base de raisins d'une si belle qualité, on n'a pas besoin de rajouter du sucre. Je vais prendre un exemple très simple qui va être une tarte aux abricots. Si vous avez des abricots d'un bel été, très goûteux, très gourmand, avec beaucoup de goût, eh bien, spontanément, sur la tarte aux abricots, vous allez quasiment pas rajouter de sucre parce que vous aurez ce fruit, ce goût qui vient du fruit et pas cette sucrosité qui vient du sucre. Et dans le champagne, c'est exactement pareil. Ici, vous avez du fruit en bouche. Ce fruit, il vient du raisin. Il n'a rien à voir avec le sucre. Donc, on n'a pas besoin là de rajouter beaucoup de sucre. Vous voyez qu'on est à 2 grammes. Donc, cette toute Ouais. petite sucre va permettre vraiment d'ouvrir le vin sans pommader parce que vous avez un palais, une fois que vous avez avalé, qui reste extrêmement pur, extrêmement frais. Des vins un peu sucrés, un peu dosés, on va très vite avoir un palais qui sature, qui pommade parce que le palais sature avec le sucre. Là, l'avantage de nos champagnes, c'est que vous pouvez en boire toute la nuit et vous ne saturerez pas parce que vous n'avez pas du tout de sucre, vous n'avez que du fruit. Ouais, là, on a un sucre, mais c'est vrai qu'on a une maturité déjà au nez qui est intéressante, hein. On a ce fruit, on a cette gourmandise, on a aussi une bonne tension en finale. Donc on est vraiment sur un beau, on est sur un vin, là, on est, quand on parle de champagne, mais on a déjà avant tout un superbe vin. Et c'est vrai que vous travaillez déjà avant tout sur des jus, et il n'y a pas de maquillage derrière avec 2 grammes, vous êtes, bah voilà, il n'y a pas de maquillage. Donc là, on parle vraiment des jus, hein, c'est vraiment très intéressant quand même. C'est un Beaucoup peu la de, tendance, hein, d'ailleurs, hein. beaucoup de pression, beaucoup de pureté. Et j'ajouterais alors sur ces champagnes avec ce fruit et cette pureté en finale, on peut faire énormément d'accords. Tout ce qui est apérodinatoire, moi j'adore.
en semaine, le soir. On n'a pas besoin d'attendre des grandes occasions pour boire le champagne. Au contraire, surtout en ce moment, faisons-nous plaisir, faisons-nous du bien. Ouais. Et il y a toujours une bouteille de champagne dans le réfrigérateur. Et alors, ça sur une assiette de fromage, un pâté en croûte, un poulet grillé, des tapas. C'est vraiment un champagne qui va pouvoir s'accorder avec beaucoup de choses très simples. Alors, juste Anne, petite question, parce que là, je regarde la contre-étiquette, vous l'avez nommé en extra brut. Vous aurez pu prendre le parti de le mettre en nature, donc c'est volontaire de le mettre extra brut? On l'a mis en extra brut parce que ça nous laisse un petit peu plus de marge. Et moi, je ne veux pas m'enfermer dans du brut nature qui nous obligerait à rester en dessous de 3 grammes. Comme je le disais, D'accord. le dosage est une question d'équilibre, hein. Et si on doit mettre 3 grammes ou 4 grammes, on mettra 4 grammes. Mais je ne veux pas par principe me dire je fais du brut nature parce que c'est tendance. On a dans notre gamme également un zéro, un brut zéro. Ouais. Mais sur le reste de notre gamme, je préfère me donner cette liberté, s'il le faut, de mettre 4 grammes parce que le vin sera meilleur sur 4 grammes. Bon, après, c'est vrai que certains vignerons mettent même la motion brute alors qu'ils sont en extra brut ou ils sont en nature, justement pour absorber plus de clientèle aussi. Là, il y a un intérêt plutôt commercial aussi parfois, sur Tout à fait, certaines maisons de champagne. c'est vrai. Mais je crois qu'aujourd'hui, nos clients, qui sont vraiment des clients qui sont amateurs dans le sens où ils sont curieux sur les vins, ils s'informent beaucoup. Et ça, c'est un bonheur pour nous d'avoir des clients qui s'intéressent, qui sont curieux. Ils sont avides de cette information Mhm. aussi sur Ouais, ouais, la tout à fait. Ouais. du dosage. Anne, ce qu'on va faire, c'est que on va déguster tout de suite le blanc de blanc. Comme D'accord? ça, après, on ira, après, on parlera peut-être des grands effets climatiques et puis aussi du Oui, réchauffement, de l'intérêt justement de la Maison Lenoble. Et comme ça, après, on ira sur la cuvée Léon Lucien. Hein, donc, tout à on fait. va ouvrir Alors, la deuxième cuvée, donc. on Hein. y va. Voilà, je suis partie. Et sur cette deuxième cuvée, alors on va à Chouilly. Vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte. Nous Vas-y. sommes donc sur la Côte des Blancs. Alors, comme je le disais, il y a 6 villages classés Grand Cru en Chardonnay. Voilà, le bouchon part très vite. Quand je parle. Il y a 6 villages sur la Côte des Blancs classés Grand Cru. Chouilly est l'un de ces 6 villages. Alors, ce qui est passionnant pour tous ceux qui ont envie voilà, savoir en plus sur les vins, il y a le nord de la Côte des Blancs avec Chouilly et Cramant et le sud de la Côte des Blancs avec Le Ménil, Avise et Auger. Alors, ce sont deux groupes de villages. Le nord avec Chouilly, où nous sommes situés, ainsi que Cramant. Ces deux terroirs vont avoir une expression tout à fait particulière. On va être très beurré, beurré floral. Alors, Cramant est même, lui, beurré crémeux. Cramant, on est en Normandie, on est complètement sur le beurre de la Normandie, alors que le groupe du Sud, Avise, Le Ménil, on va être sur un caractère très minéral, avec des vins un peu plus fermés. Nous, sur Chouilly, on est donc sur un terroir beurré floral. On est donc sur des terroirs généreux, agréables, faciles à boire. Alors, c'est Chouilly, c'est un grand cru. Si c'est un grand cru, c'est que ce terroir a donc un caractère bien particulier que l'on a cherché avec mon frère à valoriser encore au travers du travail de la terre, des sols. Et là, vous avez donc effectivement, par rapport au précédent, un champagne assez différent. Vous êtes en 100% chardonnay. Sur Chouilly, sur l'intense, le précédent champagne, on était vraiment sur quelque chose de très consensuel, euh, très facile à boire, quelque chose que vous avez l'habitude de boire. Forcément, Chouilly, c'est un tout petit village, donc ce sont des vins très rares. Donc vous avez peut-être moins l'habitude. Vous avez l'habitude de boire des blancs de blanc, mais pas forcément des grands crus, blancs de blanc, puisque ce ne sont que 6 villages. Donc ces vins sont l'apanage de vignerons qui préfèrent réduire leur volume de production pour vraiment produire ces vins avec un caractère bien particulier. Donc là, Frédéric, on est sur un caractère quand même assez différent. On a très belle puissance au nez, fleur Ouais, blanche. il y a moins ce côté, je dirais, oxydatif qui était très noble, hein, d'ailleurs, chez Intense, que j'ai beaucoup aimé. Il y a plus ce côté un peu floral, fleur blanche, mais il y a quand même aussi une pointe d'oxydation qui est sympathique. Hein.
mais qui est un peu moins prononcé que sur l'Intemps, je trouve. Donc on a le côté un peu fraîcheur du blanc de blanc en fait qui prend le dessus aussi et c'est un juste équilibre, hein, je trouve, hein. C'est vraiment très intéressant. Alors, ce Ouais. sont deux mots très différents. Là, on est vraiment sur le roi de l'apéritif, on est sur l'élégance, la dentelle. On est sur un vin qui va peut-être vraiment exiger un verre bien particulier. Ce serait dommage de ne pas aller chercher ce verre qui va révéler toute la richesse aromatique de ce vin. Le verre est important, la température de service aussi est Ouais. importante. Euh, Mettez la bouteille de champagne dans le réfrigérateur, sortez-la, puis après ne la remettez pas au réfrigérateur et faites l'exercice. En ce moment, on a du temps, on est chez soi le soir. Faites cet exercice en dégustant un même vin dans différents verres pour bien comprendre comment le verre va révéler la qualité aromatique du vin. Et puis, faites aussi l'essai de le servir assez frais, sortant tout juste du réfrigérateur et soyez patient, laissez le vin remonter en température pendant quelques minutes dans votre verre et, et revenez dans le verre, remettez votre nez dans le verre et dégustez le vin et vous allez voir à quel point il va s'ouvrir, à quel point il va se révéler. Donc en Champagne, il faut vraiment prendre son temps parce que quand on prend la peine d'aller à la recherche, à la découverte des vins que sélectionne Frédéric, ce serait dommage de ne pas aller au bout. Donc privilégier les bons verres et une température aussi de dégustation qui mettra en valeur les vins. Sur les accords blanc de blanc, moi j'aime beaucoup les fromages, j'aime beaucoup les chèvres, le parmesan, un risotto au parmesan, c'est superbe. Et puis bien sûr tout ce qui est à base de poisson. Donc sur un apéro dînatoire à la maison le soir en semaine tranquillement, sur des rillettes de poisson par exemple, c'est pas compliqué. On a ça toujours dans le placard, on a la bouteille de champagne dans le réfrigérateur et on peut vraiment passer un très bon moment assez simplement sur cette cuvée. Ouais, c'est vrai que bon, il faut pas hésiter à boire du champagne. On a souvent l'image du champagne. Ce qu'on disait au préambule, c'est que bon, voilà, champagne en ce moment, on n'a pas la tête à ça parce que c'est Covid et tout ça, donc on boit plutôt des vins. Mais c'est vrai que ce que vous disiez, Anne, bah voilà, ça va sur des rillettes, hein, ça va sur tous les. C'est un des meilleurs produits en accord mets et vins, quoi. Je veux dire là-dessus, poisson Et puis, grillé, des risottos, ça va sur tout en fait. Une simple tranche de jambon, ça ira super bien aussi, hein. Donc ah oui, complètement, jambon complètement. cru, La hein. charcuterie, bien sûr. En fait, je pense que chacun y trouve son plaisir. Il faut vraiment oser. On peut tout composer sur le champagne. Peut-être, hormis la viande rouge et le chocolat, tout peut se marier avec le champagne. Et le champagne est vraiment aujourd'hui la façon la plus heureuse de consommer du vin. Donc, faisons-nous du bien, profitons de ces moments à la maison, de ces moments petit comité, voilà, pour apprécier le champagne dans des conditions très simples. Mmh. Je vous ai perdu en vidéo là, je crois, non? Non, vous êtes toujours là, Anne? Moi, je suis là, mais je ne vous vois plus non plus, Frédéric. Voilà, c'est bon, Ah, c'est ça y revenu. est. Ouais. Non, c'est très bon. Alors, moi, j'insiste sur le noble. Alors, c'est vrai que on boit vos paroles, hein. Vous êtes un vrai livre, Anne. On apprend à se connaître et c'est vraiment, j'adore vos vins. Moi, ce que j'aime beaucoup sur le blanc aussi, c'est la fraîcheur, le côté ciselé, dentelé sur la fin, là, qui est vraiment très précis. On est sur des grandes cuvées, hein. Et c'est vrai que ce que je dis souvent, c'est que bon rapport prix-plaisir. Alors, on va parler de l'univers un peu des marques. C'est vrai qu'on est dans le monde un peu des Bilka Salmon, de toutes ces grandes maisons que je distribue aussi. Mais rapport prix-plaisir, alors franchement, il n'y a pas photo. Je crois que c'est le domaine avec peut-être Gonnet-Médeville, hein, donc en Champagne, qui Ah se oui, situe très bon rapport prix-plaisir. C'est vraiment très très agréable. Hein, parce que là, pour vous situer, on est aux alentours de 36 euros, quoi. Et donc la cuvée intense, on est aux alentours de 32 euros. Et la prochaine, on va être à moins de 30 euros, quoi. Donc c'est quand on oui, voit tout le travail que vous faites avec on les sait que, mags, avec ouais, les vins de réserve, que vous attendez presque 6 ans, voire 8 ans pour faire et sortir des vins, c'est juste hallucinant, quoi. après, l'avantage, c'est qu'on est une petite maison, on fait beaucoup de choses, on travaille beaucoup, 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 mais le fait d'être une petite structure nous permet de réduire nos coûts. Et puis, on a, on ne fait pas de publicité, donc merci Frédéric de nous donner la parole et de mettre en avant nos vins et de vous faire le relais des vignerons. Ouais. Euh,
voilà, présenter nos vins, parce que ça permet aussi de réduire les coûts et de proposer effectivement des vins que l'on peut consommer sans trop culpabiliser, et je dirais pas tous les jours, mais en tout cas relativement fréquemment, surtout. Allez, une fois par semaine minimum, hein. Il faut boire au moins une bouteille de champagne par semaine. Voilà, on va Ouais, dire ça. Ça tout doit être à fait. l'objectif. Alors Anne, je sais pas comment vous voulez. Là, on avait parlé. Il y a une belle photo de vous avec votre frère, justement. Alors Les voilà, accords Mévin, du on est à réchauffement. la maison là, donc là c'est au domaine avec Antoine. Et c'est vrai que si vous venez nous rejoindre au domaine, vous verrez qu'on a une table d'hôte qui est aussi une table haute, et où l'on fait voilà, beaucoup de poulets grillés, beaucoup de légumes, des accords sur du pain. On fait aussi beaucoup d'accords sur les différents pains. Tout ça pour montrer que le champagne est vraiment très, très facile à accommoder, très facile à marier. Alors, maintenant, on va parler effectivement d'un sujet qui est un nouvel enjeu, comme je le disais, et ça va faire le lien avec la dernière cuvée que l'on va déguster. L'enjeu de mon père, hein, c'était les maturités, parce que lui, il a connu des années froides. Donc lui, c'était les maturités et les quantités. Moi, et mon frère, ma génération, notre génération, c'est tout le contraire. Nous, c'est la fraîcheur, pas les maturités. Les maturités, on en a. Au contraire, on est presque en surmaturité avec un réchauffement climatique. Et la qualité. Donc, on est face, aujourd'hui, on le voit depuis quelques années, sur un climat alors, qui se réchauffe sur le long terme et qui se dérègle, ça c'est sûr, parce qu'on a de plus en plus de dérèglements climatiques avec des coups de froid très froids, des orages très violents, des moments de grêle qui accompagnent les orages qui sont extrêmement forts, et puis des moments de canicule, on les connaît tous, qui sont également très extrêmes. La tendance de fond, en dehors de ces dérèglements, c'est qu'effectivement, le climat s'est réchauffé en Champagne. On est sur une hausse de plus de 1 degré sur ces 30 dernières années. Un phénomène aussi qui est extrêmement intéressant, c'est que 2003 était la première année, tout le monde se souvient de cette fameuse année caniculaire, c'était la première fois où nous avions des vendanges qui débutaient au mois d'août depuis 1822. Or, depuis 2003, nous avons eu 7 vendanges qui ont débuté en août. Ça montre bien une accélération du réchauffement climatique et des vendanges qui sont de plus en plus hâtives, puisque 7 vendanges depuis 2003 qui ont démarré en août doit nous interpeller. Donc, on réfléchit évidemment aujourd'hui à tout ça dans les vignes, et pas seulement chez le Noble, mais au niveau de l'appellation, bien entendu, notamment en étudiant des hybrides de cépages qui pourraient mieux résister à la chaleur. Alors, vous avez bien compris que le MAG que nous avons initié il y a 10 ans avec la conservation des vins de réserve, bien, nous a préparés sans le savoir au réchauffement climatique, puisque évidemment nos vins de réserve conservent toute leur fraîcheur dans ces magnums. Et donc nous voyons arriver des vendanges au mois d'août avec beaucoup de sérénité, parce qu'on sait que nos vins de réserve conservent toute leur fraîcheur grâce à ce process mis en place il y a 10 ans. Mais lorsque nous avons mis sur le marché nos premières cuvées MAG, dans ce contexte de réchauffement climatique, j'ai aussi pensé avec nostalgie à ce qu'avaient connu mon père et mon grand-père. Et donc, on a voulu, à côté de la série MAG, de l'ensemble de la gamme, rendre un hommage à la cuvée de vignerons qui étaient nos 2 grands-parents, donc Léon et Lucien. Léon était mon grand-père paternel de Chouilly et Lucien, mon grand-père maternel de Bisseuil. Et on s'est dit qu'on avait envie aussi d'une cuvée de vignerons que l'on aime, et vraiment très artisanale, plus simple, plus spontanée que nos cuvées MAG qui ont un long process d'élaboration. Et donc on est très heureux de cette cuvée souvenir de nos grands-parents. Alors l'assemblage, on est là sur vraiment quelque chose d'extrêmement facile à boire, très consensuel. On est sur un pur pinot noir meunier
majoritairement Pinot Meunier. Donc le Pinot Meunier, c'est vraiment le feu d'artifice du cépage. Donc c'est un cépage qui donne beaucoup de gourmandise, beaucoup de croquant au vin. Donc on va être sur quelque chose voilà, de très chaleureux, facile à boire. Et le Pinot Noir va lui apporter les épaules, de la carrure, beaucoup d'ampleur. On est donc sur un pur Pinot, donc un blanc de noir. Ça veut dire un jus blanc à partir de raisin noir. Sur une base à 2017, donc 2 ans et demi de cave, pratiquement 3 ans de cave. On a un dosage un peu plus élevé, puisqu'on n'a pas ce long process d'élaboration, mais un dosage qui reste très modéré à 7 grammes. Et encore une fois, le dosage en soi ne veut rien dire, mais on voit que sur ce vin, on a un bel équilibre, on n'a pas de lourdeur, on n'a pas de sucrosité. On a un vin, encore une fois, très, très sympathique. C'est, je crois, la façon la plus simple de décrire ce vin. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Frédéric. Ouais, alors je vais vous donner une anecdote, enfin c'est pas une anecdote, mais samedi soir, donc on a voulu boire une bouteille de champagne avec ma femme. On a ouvert la cuvée Léon Lucien. Bon, d'habitude on boit une coupe et puis je remets la bouteille au frais. Et finalement, on a bu la bouteille, chose assez rare, parce que c'était bon. Ma femme me disait mais c'est vineux, c'est bon, c'est gras, il y a une belle oxydation. C'est quoi cette maison? Je connais pas. Et c'était la première fois que je lui faisais goûter. Et je peux vous dire qu'elle est très critique dans la bulle et puis dans les vins. Et bah voilà, finalement, c'était un vin de soif, plaisir. Et voilà, on regardait Mask Singer. Et donc, on a bu donc une bouteille de champagne, histoire de l'accompagner. Donc, c'est tout à fait ça. Tout ça pour vous dire que c'est un vin et c'est un champagne tout simplement de soif, de plaisir immédiat. Rapport prix-plaisir, alors là, c'est imbattable. Hein, donc, c'est vrai que là, avec le mois de décembre, vous allez voir des Charles Lafite à 9,90 € chez Carrefour. On n'en est pas là. Hein, donc, on est loin de là. Et puis là, généralement, c'est dosé à 12 grammes pour masquer vraiment l'acidité, le végétal et puis tous les défauts. Là, c'est encore propre. Hein, c'est à peine 7 grammes. Hein, c'est un peu la tendance maintenant dans des grandes maisons, 7-8 grammes hein, dans tous les bruts. Et c'est juste bon. Quoi, je veux dire, il n'y a pas besoin de le triturer. Qu'est-ce que je trouve en arôme? C'est vrai que c'est un peu plus vineux parce que vous l'avez dit, il y a la pâte un peu des pinots noirs qui fait, mais c'est goulayant, c'est fruité, c'est gras, il y a une belle finale, une belle sapidité, donc c'est très intéressant. Donc voilà. Je suis ravie parce que c'est vraiment cette cuvée telle qu'on l'imagine, c'est-à-dire extrêmement simple, facile, joyeuse, pour des moments de partage. Donc, je suis ravie si elle. Ah, voilà. Mais c'est vrai que là, on a fait la dégustation. Du coup, on n'a que 7 grammes. Mais quand on passe derrière les extra bruts, hein, parce qu'on était à 2 grammes, on a l'impression d'avoir un peu de sucre en fait. Alors que si on avait dégusté cette cuvée uniquement, cette cuvée comme j'ai dégusté samedi, on avait l'impression d'avoir presque un extra brut. Donc c'est vrai que le cheminement de la dégustation peut être différent et c'est bien de l'avoir placé en numéro 3, malgré que ça soit le vin le moins cher. Mais du coup, c'est intéressant, quoi. Et on monte un peu sur le sucre. Et je dirais que c'est une dégustation qui peut qui peut se faire en 2 ateliers. Uniquement la cuvée Léon Lucien en buvant vos paroles et puis en faisant ça. Et puis une autre dégustation, je dirais, avec uniquement les extra bruts. Donc 2 axes de dégustation complètement différents. Tout à fait. Après, j'espère que tous ceux qui découvriront ces vins, qui nous auront écoutés, auront envie d'aller à la découverte de la diversité des champagnes. Il y a énormément de très beaux champagnes sur le marché lorsque l'on va auprès d'experts comme vous, Frédéric, ou de cavistes. Là, on est sûr de trouver de jolis vins. Et je crois qu'il y a toujours la bouteille pour le bon moment. C'est aussi une question, moi souvent on me dit quel est le vin que tu préfères. Je dis je sais pas, ça dépend vraiment du temps, de mon humeur, du moment. Donc j'espère Ouais, qu'au bah oui. travers de ces 3 cuvées, vous aurez cheminé au travers de la Champagne et découvert que voilà, il y a des moments très simples, on n'a pas envie de se prendre la tête et on est au coin du canapé, on va ouvrir la cuvée du Léon Lucien et puis à d'autres moments, on aura envie de porter un peu plus attention au vin et on ouvrira le grand cru blanc de blanc ou la cuvée intense. Ce qui est intéressant, c'est justement de cheminer à la découverte de ces vins, des autres champagnes que vous avez également
dans votre catalogue et de s'enrichir de toute cette diversité passionnante de la Champagne. Ouais. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous proposez aussi des dégustations dans le vignoble. Donc ça, on a failli organiser un voyage œnologique là-dessus et j'y compte bien le faire parce que l'endroit est fantastique pour le faire. Mais faire une dégustation dans le vignoble et voir les abeilles un peu butiner, manger du miel et puis manger ces fameux légumes et puis ces rillettes, là, ça peut être très intéressant. Alors là, on est effectivement dans le vignoble, dans notre loge. Donc la loge, ce sont un peu les cabottes de Bourgogne. En fait, Ouais, ce sont des cabanes qui ont été construites en général par nos grands-parents. Là, c'est mon grand-père Lucien qui l'a construite, que l'on a restaurée. La plupart des loges en Champagne ont été détruites tout simplement à cause du prix de l'hectare de vigne et chacun a voulu récupérer ses parcelles pour planter. Nous avons tenu à la conserver, on l'a restaurée, on l'a rénovée et on y organise effectivement des pique-niques champagne. Et comme je le disais, le champagne est vraiment la façon la plus joyeuse de boire des vins parce que quand on est au milieu du vignoble, à table avec des salades, du poulet froid, à pâté en croûte, le champagne goûte encore mieux. Donc, osez le champagne dans des moments très simples, c'est là que vous le trouverez mm. le meilleur. Et c'est vrai qu'une bonne bouteille, ça se partage. Donc, on peut dire toutes les annotations qu'on veut sur la description du vin. C'est avant tout un moment de plaisir et de partage. Donc, là, on est tout à fait dans le cliché, là. Donc, à la cabotte. Partage expérience, ouais. C'est ça. Ouais. Ah bah, c'est super. Bah, on a tout dégusté. On est dans les temps. Bah, on va finir tranquillement. Bah, Anne, c'était très instructif. Peut-être juste deux, trois mots sur encore le réchauffement climatique et puis les enjeux par rapport à la Champagne et ce qui nous attend dans le futur. Ça peut être intéressant de finir là-dessus parce que vous êtes vraiment précurseur là-dessus et donc avec tout ce qui nous attend, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que les démarches, en fait, sont à la fois globales et individuelles. Il y a des démarches globales qui sont entreprises non seulement au niveau de l'appellation Champagne, mais également au niveau de toute la filière viticole en France, puisque les enjeux concernent tout le monde. On voit que sur le sud, on arrive à des maturités qui sont inquiétantes, hein, sur des vins à 14 degrés, 15 degrés. Donc, c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Et là, on travaille principalement sur des croisements de cépages pour étudier de quelle façon les cépages pourraient être plus résistants à la chaleur. On travaille également, là c'est en Champagne plus particulièrement, sur les plantations des vignes, hein, donc espacer les pieds de vigne et peut-être planter des vignes plus hautes pour jouer sur l'ombre. On réfléchit aussi à poser des filets, toujours pour créer de l'ombre, et on travaille également sur le feuillage parce que l'un des sujets, c'est vraiment les raisins qui sont ce qu'on appelle l'échaudage, comme on a eu cette année au mois de juillet, où on voit un raisin qui est pour moitié grillé et pour l'autre moitié qui n'était pas exposé au soleil, très beau. Sauf que quand on pressure un raisin comme ça, on a ce goût de sec dans le jus qui n'est pas idéal. Donc, on travaille sur des possibilités de créer une forme d'ombre, en tout cas une moindre exposition du raisin au soleil et les cépages à la température. Donc, il y a une approche qui est vraiment très globale. Ensuite, il y a des démarches individuelles qui sont laissées libres à chacun. Chez nous, ce travail, il a été entamé je dirais, sans le savoir bien avant que l'on se rende compte de l'évolution climatique inéluctable depuis 15 ans, avec donc cet élevage des vins de réserve en magnum. C'est une méthode extrêmement lourde, extrêmement coûteuse. On a plus de 30 000 magnums de vins de réserve ouverts chaque année à la main. C'est un investissement colossal pour une maison comme la nôtre. Aucune autre maison ne le fait à très grande échelle, hormis Bollinger, qui fait également de l'élevage en vin de réserve, mais pas pour l'ensemble de sa gamme, ce qui est le cas chez nous. Donc l'ambition était vraiment énorme et aujourd'hui, on s'en félicite doublement parce que, évidemment, on retrouve cela dans le verre à la dégustation, où là on retrouve de la précision, de la fraîcheur, de la pureté sur les finales de nos vins, mais on s'en réjouit aussi évidemment parce que encore cette année, on a démarré le vendange le 22 août.
On travaille sur la récolte, là, en bloquant les fermentations malolactiques, donc pour maximiser les acidités qui sont dans le raisin. Mais lorsque l'on va aller chercher les vieux vins pour les assembler, on est très serein parce qu'on a des vins de réserve qui ne sont pas lourds, mais des vins de réserve qui sont au contraire très frais. Une petite anecdote qui est importante, en fait, pour ceux qui nous écoutent, les vins de réserve étaient là jusqu'à présent pour apporter de la matière à la dernière récolte. Et la dernière récolte était toujours utilisée pour rafraîchir les vins de réserve. Donc, il y avait cette complémentarité entre les vins de réserve qui apportaient la complexité aromatique et la récolte récente qui apportait la fraîcheur. Avec le réchauffement climatique, on va pouvoir se retrouver dans une situation tout à fait paradoxale où la dernière récolte pourrait éventuellement être moins fraîche que les vins de réserve, puisqu'on va vers un réchauffement climatique. Donc, si un jour on est face à cette situation tout à fait paradoxale, il est très important d'avoir étudié, d'avoir considéré le sujet des vins de réserve, un sujet dont on parle très peu en Champagne, mais un sujet sur lequel nous, on a beaucoup travaillé depuis 15 ans, avec une mise en œuvre depuis 10 ans, et dont on se félicite dans le cadre du réchauffement climatique que l'on vit là depuis quelques années, qui ne va faire que s'accélérer. Ouais, donc vous êtes vraiment précurseur, hein, donc c'est bien, c'est super. Ça, c'était sans le savoir, mais finalement, Tout c'était l'investissement que vous avez fait depuis 2010 et encore avant, donc est bénéfique, donc c'est super. En tout cas, on a passé un super moment, Anne. C'était vraiment très très sympa. Les aussi vins un sont juste énormes. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir les retrouver sur Vin et Conseil Shop, mais ça, c'est évident. Et je vous invite à vraiment déguster ces vins parce que c'est vraiment, ouais, c'est une belle découverte. C'est vrai qu'on parle de champagne, c'est galère en ce moment avec les États-Unis, Covid, les gens font un peu moins. Mais c'est vrai qu'à travers cette heure-là, on comprend que le champagne, c'est minimum une fois par semaine, on l'a dit, hein, et voire plus. Et encore une fois, nos générations passées ont connu aussi des moments difficiles. Donc, on traversera cette période, je n'en doute pas. En attendant, faisons-nous du bien, prenons soin de nous et le Ouais. champagne y participe très certainement. Bon, ben, on va finir là. Anne, un grand merci et Merci à merci à vous. vous tous. Hein, À donc, bientôt à la propriété, alors, hein, dans la loge pour les pique-niques. Frédéric, on vous ouais, attend. avec plaisir. Donc, on va quitter ce webinaire et merci beaucoup. Bon, ben, au revoir. Au revoir à tous.